Il ne s'agit pas de dire que c'est juste la façon dont on voit les choses qui détermine ce que va être la réalité. Hein? Après tout, il y a des réalités biologiques auxquelles l'être humain ne peut pas grand-chose. Quand j'ai faim, j'ai faim. Tout être humain a un corps et des besoins. Mais quand même, le fait de constater que la conception qu'on a des choses a un tel impact sur notre vie, acheter ou non une arme, tirer ou non sur quelqu'un, avoir une société plus ou moins sécuritaire, hein, ou plus ou moins obsédée par l'idée de sécurité, ça nous ramène à quelque chose de fondamental. Ça nous fait réaliser à quel point notre monde est modelé par le langage. Ou pour parler comme Wittgenstein, « Les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde ». On peut penser que si aux États-Unis, les Américains, collectivement, ou certains d'entre eux, se mettaient à faire un travail conceptuel, c'est-à-dire se mettaient à réfléchir sur l'idée d'être humain. Et si à travers ce travail, ils développaient une vision, disons, moins négative de l'être humain, la vision d'un être humain plus altruiste, plus tourné vers les autres, moins porté vers la violence, on peut penser que s'ils développaient une telle façon de voir l'être humain, il serait peut-être un peu moins obsédé par le tout sécuritaire, par l'omniprésence des armes, et peut-être qu'on désarmerait un peu. Et si ça entraînait des conséquences pratiques comme la réduction d'accidents à cause des armes à feu, mais aussi la réduction de crimes violents, on en viendrait peut-être à se dire réellement et plus concrètement que l'être humain n'est pas si mal. Et comme ça engendrerait encore plus une réduction de l'obsession sécuritaire et éventuellement une réduction encore plus affirmée de l'utilisation des armes, cette conception-là que l'être humain finalement n'est pas trop mauvais et qu'il est peut-être bon, eh bien, elle serait renforcée par l'évidence des faits. Il y aurait moins de violence. C'est que la conception qu'on aurait finalement engendrerait des répercussions positives. Vous imaginez le nombre de vies sauvées. Hein? Vous imaginez aussi toutes les sommes économisées qu'on mettrait ailleurs que dans les armes, puisque les Américains possèdent plus d'armes que n'importe qui d'autre. Vous imaginez peut-être tous les coûts en justice qu'on pourrait aussi économiser et mettre ces sous-là ailleurs. Donc, on voit que ça a une portée réellement concrète de réfléchir aux termes qu'on emploie. Donc, de même que l'ingénieur a un impact très réel sur nos vies quand il choisit le bon matériau pour faire son pont, de même, la personne qui prend vraiment le temps de réfléchir à son langage et à sa façon de concevoir le monde peut vraiment améliorer les choses. Et en faisant ce travail-là, on peut tous se dire philosophes, dans la mesure où on prend vraiment le temps de s'interroger. Si l'on pense mieux et que l'on a les idées claires, on peut améliorer les choses, peut-être éviter des malheurs. Car, et là je cite Simon Blackburn, c'est pour des idées que les gens s'entretuent. Cette démarche-là, de questionner les choses, de réfléchir aux grands termes qu'on emploie, comme le mot « justice » par exemple, ça date de très longtemps dans l'histoire de la philosophie. Socrate faisait ça. Socrate déambulait dans la ville d'Athènes, dans les rues d'Athènes, et qu'est-ce qu'il faisait avec ses concitoyens? Eh bien, il les interrogeait sans cesse sur les questions les plus fondamentales qui touchent l'être humain. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amitié? Qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce que la vertu? Et Socrate voulait vérifier si ce que les gens pensaient était conforme à la vérité. Il voulait savoir si les gens employaient comme il faut le langage et si ce qu'ils désignaient par des mots était au fond une réalité concrète ou encore quelque chose de flou, de mal réfléchi. Ce que Socrate faisait, au fond, c'était ce que Simon Blackburn appellerait dans le fond, de l'ingénierie conceptuelle. Bon, Socrate aurait peut-être eu ses réserves vis-à-vis de l'interprétation de Blackburn, dans la mesure où Socrate, lui, cherchait une vérité éternelle, quelque chose qui ne changerait jamais avec le temps, et une vérité absolue, qui serait intemporelle. Simon Blackburn nous dit qu'au fond, un concept peut venir renforcer la réalité, en disant, par exemple, que c'est l'image que j'ai de l'être humain qui va finalement donner une certaine forme d'être humain, parce que si je vois l'être humain comme étant bien, il va peut-être se comporter mieux, être à la hauteur, comme il dit. C'est comme si j'assignais au concept une valeur un peu mouvante.
hein. En voyant l'être humain comme étant mauvais, il se comporte comme étant mauvais. En voyant l'être humain comme étant bien, il se comporte bien. Bon, ce n'est pas tout à fait ce que Socrate nous disait. Mais la démarche de questionner en profondeur les choses, c'est très socratique. Et en ce sens, Simon Blackburn, d'ailleurs, il établit lui-même le parallèle, il nous dit « Socrate, c'est une sorte d'ingénieur S-concept ». Malgré les parallèles là, que Simon Blackburn a fait et que moi j'ai fait entre, d'un côté, l'ingénierie comme le génie électrique là, hein, et de l'autre côté, l'ingénierie conceptuelle à la Socrate, c'est sûr qu'il y a des limites à ces comparaisons-là. La science et la philosophie ne sont plus la même chose. Le divorce a réellement eu lieu, bien que parfois, il y ait des comparaisons encore possibles. Bon, comme on vient de le voir. Le divorce a eu lieu, la méthode n'est pas la même. La science, de son côté, ne saurait se passer de la formidable méthode expérimentale qui fait aujourd'hui partie de la démarche de tout bon scientifique. Et de son côté, le philosophe continue de questionner, à l'aide de sa raison, un paquet de réalités, dont les concepts. Et ça fait aussi partie de sa mission de s'intéresser à questionner les limites et les pouvoirs de la science. Réfléchir à la science, c'est philosophique. C'est là qu'on voit que science et philosophie peuvent se nourrir mutuellement. En tant que discipline qui peut réfléchir aux sciences, la philosophie a tout à gagner à s'intéresser à ce que fait la science. Aujourd'hui, on parle beaucoup de modification de l'être humain. Vous avez peut-être entendu parler de ceux qui voudraient un jour faire advenir ce qu'on appellerait le post-humain, l'humain du futur, celui qui succéderait à l'Homo sapiens, l'être humain augmenté, on l'appelle aussi comme ça, ou parfois on l'appelle cyborg. On entend parler de greffes de toutes les sortes, de prothèses de toutes les sortes, d'implants éventuellement qu'on pourrait faire dans notre cerveau. Et il y a des réalités concrètes, il y a des expériences concrètes qui sont menées et qui sont parfois bien troublantes d'ailleurs. Eh bien, la philosophie et la science ici se rejoignent dans la mesure où les possibilités rendues bien concrètes par la science soulèvent un paquet de questions. Par exemple, des questions d'ordre éthique. Que doit-on faire avec ces technologies? Quel genre d'inégalités sociales sont-elles susceptibles de provoquer? Etc., etc. Science et philosophie ici se nourrissent l'une l'autre. Dire comme Simon Blackburn que les philosophes sont des sortes d'ingénieurs conceptuels, au fond, c'est complémentaire avec la vision que les anciens Grecs se faisaient de la philosophie. Pour eux, la philosophie, c'était d'abord et avant tout une quête de sagesse orientée vers la vie heureuse. Et au fond, les deux sont vraiment complémentaires. On pourrait dire que l'ingénierie conceptuelle, c'est la méthode des philosophes. On questionne les idées, on questionne les concepts, on remet en question le sens que l'on donne aux mots dans la vie quotidienne, dans la vie courante. Et l'objectif, la finalité de cette méthode, à quoi elle sert, au fond? Elle nous sert à vivre mieux et idéalement être un peu plus sage, donc un peu plus heureux.